Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par toute une série de données américaines, de données notamment sur l'emploi aux États-Unis qui s'est terminé ce vendredi par le rapport sur l'emploi. On va donc revenir rapidement sur cette série de chiffres, des chiffres assez mitigé malgré tout, même si le rapport sur l'emploi est quand même plutôt satisfaisant cette fin de semaine. On avait commencé la semaine avec des chiffres d'emplois vacants qui, en revanche, étaient relativement bons, un nombre d'emplois disponibles qui progressait par rapport au mois précédent, donc le signe que potentiellement les entreprises continuent de créer des emplois et que finalement le marché de l'emploi restait relativement dynamique. Ce sentiment avait été gommé le lendemain par le chiffre ADP, qui est donc un chiffre privé sur l'emploi américain, ressorti à 37 000 alors qu'on l'attendait à plus de 100 000. Et au même moment, on en reparlera après, mais on avait eu l'indicateur ISM dans les services qui était également ressorti nettement sous les attentes, ce qui avait créé un sentiment un peu particulier sur les marchés, avec des taux américains notamment qui s'étaient détendus dans la foulée de ces statistiques, comme si cela marquait le risque de ralentissement économique qui refaisait un peu surface aux États-Unis. Des statistiques de l'emploi qui sont poursuivies le jeudi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, là aussi qui sont remontées à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 8 mois, depuis le mois d'octobre notamment. Et donc, avec également cette semaine un rapport sur les licenciements, donc on appelle le rapport Challenger, qui suit les licenciements aux États-Unis. Et effectivement, ce rapport Challenger montre que depuis à peu près 3 mois maintenant, en moyenne, on a des licenciements, un nombre de licenciements qui est plus élevé que sur les périodes de 3 mois précédentes. Donc, c'était ça un peu le contexte qu'on avait avant le rapport sur l'emploi. Et donc, ce rapport sur l'emploi qui était publié vendredi fait état de création d'emplois qui sont un petit peu inférieur à 140 000, ce qui est quand même un rythme qui reste relativement satisfaisant dans le contexte actuel. Quand je parle de contexte actuel, c'est tout ce qui est environnement de guerre commerciale, d'incertitude donc généré par cette guerre commerciale. Donc c'est quand même un chiffre relativement bon, même s'il marque un petit ralentissement par rapport aux créations du mois précédent qui s'approchait plus des 150 000. Là, on est passé sous les 140 000, mais le taux de chômage reste stable dans la zone des 4,2%. Et puis la bonne surprise, c'est celle de la progression des salaires. On attendait les salaires en progression dans la zone des 3,7%. On a eu 3,9% de progression. Donc un chiffre là aussi qui est satisfaisant parce que évidemment la progression des salaires est un indicateur qu'on regarde par rapport à la vigueur de la consommation, par rapport à la capacité des consommateurs à consommer derrière, et que effectivement ce sont ça les questions que le marché se pose en ce moment sur l'impact de la guerre commerciale, le risque pour le consommateur notamment par rapport à des hausses de prix qui vont probablement arriver après la mise en place de ces taxes douanières à l'échelle mondiale. Donc les données sur les salaires sont plutôt rassurantes, sur le taux de chômage également. Ça veut en revanche dire le côté un peu moins, je dirais favorable, mais c'est pas ce que le marché a retenu après ce rapport. Les marchés ont progressé après ce rapport, mais pour la Banque centrale américaine, il est clair que sur son double mandat, qui est le mandat emploi et inflation, après ce rapport sur l'emploi, il n'y a pas de signal d'alerte particulier qui pousserait la Fed à reconsidérer sa position par rapport aux baisses de taux à venir. Une Fed, on rappelle, qui est toujours en position wait and see, qui attend d'avoir plus d'informations sur finalement les taux finaux de ces taxes douanières, voir l'impact que cela aura ensuite sur l'économie. Donc c'est un processus encore de plusieurs mois, et donc ça refocalise, la Fed sur le mandat inflation surtout, parce que pour l'instant, sur le mandat emploi, en tout cas sur ces chiffres du rapport sur l'emploi, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Alors doit-on quand même considérer que tout est parfait sur le front de l'emploi. C'est sûr que le rapport il est de bonne facture, mais ce qu'on vient de citer là, juste précédemment, sont quand même des éléments qu'on ne peut pas ignorer. Depuis 2 semaines maintenant, vous avez des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont quand même revenues à des niveaux dans des zones à 240 000 et un peu plus. C'est des niveaux qu'on disait qu'on n'avait pas vu depuis à peu près 8 mois. On n'est plus dans la zone des 210 ou 220 000. Donc c'est pas des mauvais chiffres, on n'est pas non plus dans cette rubrique-là, mais on a quand même depuis une quinzaine de jours des chiffres d'inscription au chômage un peu supérieurs. Les licenciements, on en a parlé aussi, un peu supérieurs sur le rapport Challenger, on le voit bien sur les 2-3 derniers mois. On a également eu donc le chiffre ADP, malgré tout ça a beau être un chiffre effectivement qu'on oppose souvent au chiffre à NFP en disant que voilà, c'est pas forcément un chiffre indicateur d'une bonne tendance. On est quand même
sur un chiffre. On rappelle qu'ADP est une entreprise privée américaine, mais qui gère notamment tout ce qui est bulletin de salaire, les payes de millions d'Américains, et qui a quand même une forme de vue, en fait, une certaine capacité à observer ce qui se passe sur ce marché de l'emploi. Et donc, c'est des chiffres qui n'ont pas été tous, on va dire, sur la même ligne cette semaine. Voilà, on n'a pas une semaine où on peut dire oui, tous les chiffres étaient et sont ressortis de manière dynamique. Et il y a quand même quelques aspects qui peuvent laisser penser qu'on est quand même. Alors, on sait qu'on est sur une zone d'équilibre du marché de l'emploi. Hein, c'est ce que la Fed rappelle à plusieurs reprises. Alors, on n'est plus sur un marché de l'emploi qui est tendu, comme c'était le cas après le Covid, où il y avait beaucoup trop d'offres d'emploi par rapport à la capacité des salariés, enfin de la population active américaine à pourvoir ces emplois. Donc, ça a été très inflationniste sur les salaires notamment. On n'est plus dans cette phase-là. Hein. Le marché de l'emploi s'est nettement rééquilibré. Il n'est plus du tout aussi tendu qu'il ne l'était sur la période immédiate post-Covid. Mais justement, comme il a l'équilibre et qu'on a quand même des prévisions de croissance mondiale qui sont revues à la baisse, récemment c'était l'OCDE qui a révisé à la baisse de manière assez sensible d'ailleurs, hein, sa prévision de croissance pour les États-Unis, la prévision de croissance également à l'échelle mondiale, et on se dit qu'effectivement sur ce marché de l'emploi, on est sur une situation qui pour l'instant reste équilibrée, mais c'est vrai que toutes les données doivent être observées. Le rapport est correct, c'est pas non plus un rapport qu'on peut qualifier oui, on n'est pas à 200 000 créations d'emplois non plus. Donc 130, je crois 130, j'ai oublié le chiffre, peut-être 137 ou 139, ça reste un bon chiffre. On n'est pas en revanche sur un rapport qui a très largement surpris. C'est un bon rapport, voilà, c'est un bon rapport, mais face à ça, il y a quand même des données autres qu'on a citées qui montrent un paysage peut-être un peu moins certain en termes de dynamique de l'emploi dans les mois qui viennent, et ce qui ne serait pas en opposition avec les scénarios d'un ralentissement de l'économie américaine, pas d'une récession ou autre, mais d'un ralentissement comme l'estiment plusieurs institutions à l'échelle mondiale, dont l'OCDE ou le FMI également, sur ces questions de dynamique économique américaine. Et on en revient donc à ces questions macro. Cette semaine, il n'aura échappé à personne qu'on a eu un indicateur ISM Service, donc c'est des enquêtes auprès des grosses entreprises américaines du secteur des services, qui notamment certains ont une exposition internationale, et c'était quand même une des mauvaises surprises de cette semaine. Parce que l'ISM Service, donc il est ressorti en zone de contraction, c'est-à-dire légèrement en dessous de 50, à 49,9. Il était plus proche des 52 le mois précédent, donc ça montre quand même d'un mois à l'autre un ralentissement un peu marqué. Et quand on creuse à l'intérieur de l'ISM, on regarde ses composantes, on se rend compte que c'est la composante nouvelle commande, donc une nouvelle commande à venir, qui s'est vraiment affaissée de manière très très nette. On était nettement au-dessus de 50 sur l'indice. On rappelle que 50 pour les indicateurs ISM ou PMI, c'est ce qui marque la limite, la barrière entre la frontière entre expansion de l'activité au-dessus de 50, et si on passe en dessous de 50, c'est une contraction potentielle de l'activité. Donc là, on a une composante de nouvelle commande qui était nettement au-dessus de 50 le mois précédent, et qui là, donc sur le dernier mois observé, c'est nettement contracté pour revenir dans la zone des 46. Et donc, c'est non seulement par rapport au consensus quelque chose qui n'était pas attendu, mais c'est une contraction qui est marquée en plus. Hein, on est très largement en dessous de 50. Et au même moment, vous avez la composante de prix de cet indicateur ISM qui, elle, à l'opposé, accélère à la hausse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi sur la dernière publication de l'ISM manufacturier cette fois-ci. Vous voyez, il y a deux gros indicateurs dans les services et dans le secteur manufacturier. Eh bien, l'ISM manufacturier, c'est le 3e mois consécutif qu'il est contracté, donc on y prête attention évidemment. Et là aussi, on remarque la même chose, que la composante de prix payé, donc la composante de prix de cet indicateur ISM manufacturier reste au perché, alors que la dynamique de commande, etc. et d'activité est plus faible. Et vous voyez, on a comme ça une espèce de pattern, une espèce de configuration qui apparaît comme ça sur les indicateurs, où on voit que ce qui crée en fait une partie du stress sur ces indicateurs, et donc un affaissement de ces indicateurs, en tout cas une tension à la baisse sur ces indicateurs, c'est que justement il y a de l'inquiétude sur la trajectoire des prix. Et en fait, quand on met tout ça bout à bout, c'est finalement le même message qu'envoie la Fed. C'est des craintes qu'effectivement des hausses de prix induites par les tarifs douaniers impactent l'activité des entreprises et se traduisent donc par une baisse d'activité, mais avec une inflation qui pourrait rebondir. Et c'est pour ça que la Fed part d'un risque sur son double mandat. C'est qu'à un moment donné, si effectivement on a bien un ralentissement économique induit par cette guerre commerciale, l'emploi va se dégrader, mais avec des données de prix qui, elles, peineront à se détendre. Et donc la Fed sera effectivement en difficulté sur son double mandat, parce qu'elle doit s'assurer d'un côté de la stabilité des prix, et de l'autre que l'emploi reste suffisamment solide. Donc ces données cette semaine, beaucoup de données vont quand même dans le même sens, d'une crainte qui est toujours affichée dans les enquêtes, ce qu'on appelle les données soft, par rapport au prix, avec du coup des inquiétudes qui apparaissent sur les commandes futures, sur l'activité future notamment, secteur manufacturier et secteur des services. Et ça, c'est
je dirais pour les économistes et tous les observateurs, les analystes, c'est ça la grosse question, la question qui vaut cher pour les mois à venir. C'est est-ce que les données d'enquête, ISM, PMI, confiance des consommateurs, vont se redresser dans les mois qui viennent si des accords commerciaux sont trouvés, et finalement sans grandes conséquences sur l'économie, ou est-ce qu'au contraire on va avoir des données économiques réelles, ce qu'on appelle les données hard, c'est-à-dire les chiffres de production industrielle, les chiffres de vente au détail, qui eux vont plutôt se tasser pour converger finalement avec les enquêtes, avec les indices de sentiment dont on vient de parler à l'instant. Et ça, effectivement, on n'a pas encore la réponse à ça pour l'instant. C'est-à-dire on voit que oui, jusqu'à présent, l'économie américaine tient plutôt bien, mais de très nombreux indicateurs avancés, aussi bien auprès des consommateurs, des enquêtes auprès des consommateurs qu'auprès des entreprises, eh bien, montrent un sentiment qui s'est quand même nettement dégradé ces derniers mois. Et donc, on appelle ça des indicateurs avancés, c'est-à-dire que s'ils ne se trompent pas, eh bien, on est quand même plutôt censé vers un ralentissement économique qu'une accélération économique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on continue de se poser des questions sur la valorisation actuelle des marchés financiers. Parce que finalement, les gros indices américains, ils sont revenus quasiment à quelques, je dis pas au point près, mais à quelques pourcents de leur sommet historique. Je pense au Nasdaq, je pense au SP500. On n'est pas loin des sommets historiques. Les valorisations sont revenues quasiment sur ce qu'elles étaient fin d'année dernière, où tout allait plutôt bien. On était dans un contexte post-élection, où donc Trump avait été élu avec tout ce que le marché attendait de lui, c'est-à-dire des baisses d'impôts pour les entreprises, la dérégulation, et n'attendait pas une guerre commerciale. Et le marché s'est retrouvé, notamment en fin mars, début avril, avec le déclenchement d'une grosse guerre commerciale, dont les effets sont très incertains sur l'économie, et surtout avec des accords commerciaux qui peinent à voir le jour pour l'instant. Il y a eu des escalades, ça on l'a bien noté, mais on a toujours très peu d'accords commerciaux sur la table. Et donc, c'est en ça que je trouve que les indices actuellement sont richement valorisés parce que finalement ils retrouvent des niveaux de valorisation qu'on avait quand tout allait absolument bien, qu'il n'y ait pas de stress sur la croissance, qu'il y avait les promesses électorales de Trump qui étaient attendues en termes de mise en réalité, en application concrète, et finalement le marché s'est retrouvé avec une guerre commerciale avant les baisses d'impôts et avant la dérégulation. Donc, et on voit très bien que le projet de loi de finances de Trump a provoqué des tensions sur le marché obligataire aussi, que ça négocie assez ferme au niveau du Sénat par rapport à ce contenu de ce projet de loi de finances qui, dans les prévisions initiales, montre qu'effectivement des milliers de milliards vont s'ajouter à la dette américaine dans les quelques années qui viennent. Donc on est dans un environnement qui selon moi n'est pas suffisamment serein et lisible pour, j'ai envie de dire entre guillemets, autoriser les marchés américains à être aussi chers aujourd'hui. Non pas que l'on plaide pour un crash, c'est pas non plus ce qui ressort de l'ambiance actuelle, mais on est, je trouve, dans un pricing des marchés qui est assez peu vigilant finalement, qui montre assez peu qu'il laisse assez peu de place au scénario du doute économique, du doute des craintes, et qu'on voit très bien dans les indicateurs soft justement, ces craintes qui apparaissent, elles n'apparaissent pas en revanche dans les valorisations actuelles des entreprises du SP500. Donc voilà, toujours un peu mal à l'aise avec ce qu'on lit des indicateurs avancés de l'économie américaine, les enquêtes PMI, ISM, etc., de ce que l'on voit des marchés actions qui restent extraordinairement pas extrêmement chers, mais qui sont chers d'un point de vue des métriques historiques, et donc une cherté qui serait évidemment totalement injustifiée si nous allions vers un ralentissement économique plus marqué au deuxième semestre par exemple. Donc voilà, ça soulève toujours des questions sur le niveau. Moi je trouve qu'on aurait plutôt de la place pour avoir des marchés qui fassent des pauses, qui se replient un peu entre 5 et 10%, pour matcher, pour mieux correspondre à la période de doute que nous traversons actuellement sur l'économie américaine et plus globalement sur l'économie mondiale. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette semaine. Il y a évidemment ces accrochages très violents hier en fin de journée entre Trump et Elon Musk. On peut dire, bon, c'est une question d'ego, etc. Ça peut aussi avoir des conséquences. On l'a vu sur le titre Tesla, par exemple. Bon, quand Tesla a perdu 17 ou 18% hier, ça a eu un impact sur le Nasdaq, sur le S&P. Donc c'est quand même des choses qu'il faut surveiller d'un point de vue marché. Et puis aussi par rapport à l'influence que Elon Musk peut avoir sur les députés américains. En leur disant, si ce projet de loi passe, vous accroissez la dette américaine, c'est irresponsable, etc. Ça met aussi une forme de pression. Alors ça, je dirais que pour le marché obligataire, ce ne serait pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que si effectivement le projet de loi de finances qui était voté au Sénat était moins important, ça en revanche, ça pourrait détendre un peu les taux américains, et ça pourrait du coup aussi rassurer un peu la Fed par exemple. Donc je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça se fait dans un contexte où effectivement c'est un affrontement extrêmement violent entre le président américain et Elon Musk, et les premiers éléments qu'on a vus de ça, c'était plutôt des éléments de perturbation des marchés malgré tout.
Donc ça c'est quand même un élément que l'on va surveiller dans les jours qui viennent. Quelques stats également cette semaine, des stats réelles cette fois-ci américaines, hein, pas des enquêtes. Les commandes industrielles aux États-Unis ont baissé plus fortement que ce qui était prévu, moins 3,7% sur le dernier mois observé. Et également les dépenses de construction, ça fait le troisième mois consécutif que vous avez des baisses assez prononcées d'un mois à l'autre. Probablement les effets des taux élevés, quand on parle de ces taux américains qui restent élevés, même s'ils sont un petit peu détendus comme cette semaine, mais ces taux américains sont un peu étendus cette semaine parce que justement il y a eu des stats macro-américaines qui étaient quand même assez moyennes cette semaine. Pas seulement les questions d'enquête, et aussi les questions de dépenses de construction, de commandes industrielles qui sont ressorties assez nettement en dessous des attentes. Donc on a une détente sur les taux américains un petit peu. Le 10 ans américain a relâché 10, 15, presque 20 points de base cette semaine. Donc ça c'est bien d'un point de vue des taux, mais ça peut aussi traduire, vous voyez, sur le marché obligataire une forme d'anticipation, peut-être de ralentissement économique. Vous voyez, quand les taux partent à la baisse comme ça, surtout quand ça arrive après des publications assez moyennes de données macro soft ou hard, ou enquête ou chiffres réels, eh bien c'est peut-être la traduction que le marché obligataire commence aussi à se repencher sur la question de la dynamique économique américaine. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de cette semaine. À noter quand même des discussions qui s'accélèrent un petit peu entre les États-Unis et l'Europe sur les questions commerciales. Des déclarations, alors je dirais qu'ils sont neutres à légèrement positives du commissaire européen au commerce qui a indiqué que les discussions avaient dans le bon sens, à la bonne vitesse, mais rappelant quand même que l'Europe avait à disposition des contre-mesures qu'elle n'hésiterait pas à appliquer, et en gros si ces négociations n'avançaient pas. Le chancelier Merz pour l'Allemagne de son côté lui aussi indique voilà, qu'il vaut mieux négocier avec Trump, etc., qu'il faut aller dans une négociation, mais rappelant quand même que les taxes douanières étaient une vraie menace pour l'économie allemande. Et voilà, quand on emploie ces termes-là, c'est que si on se sent menacé par des mesures mises en place par un partenaire commercial, eh bien le risque de réponse est toujours présent. Donc voilà, on a l'impression que c'est un peu ça qui ressort, que c'est nettement moins on-off que dans les discussions États-Unis-Chine où dans ce coup on se tape très fort dessus, puis après on désescalade. Là on sent que ça négocie, donc tant mieux, il faut que les choses avancent de ce côté-là, mais de part et d'autre, notamment côté européen, il n'y a pas de naïveté par contre. C'est-à-dire qu'on fait comprendre aux États-Unis que des contre-mesures sont toujours sur la table en cas d'avancées trop peu importantes ou de bonnes avancées dans le sens d'un deal qui serait raisonnable pour les États-Unis et pour l'Europe. On termine par le programme de la semaine prochaine, programme très léger la semaine prochaine. Lundi, journée qui peut être fériée en France pour ceux qui travaillent ou pas d'ailleurs, mais peu de statistiques. On a le CPI, le PPI en Chine, donc à tout ce qui est indice de prix à la consommation, à la production en Chine. Pourquoi ça nous intéresse ça? Non pas qu'il y a de l'inflation ou autre en Chine, c'est pas du tout ça. C'est plus par rapport aux questions de dynamique économique. Vous voyez, si on a effectivement l'inflation qui repart un peu en Chine, c'est plutôt positif en Chine, ça peut se traduire comme une consommation un peu plus dynamique. Donc ça peut être des éléments à surveiller sur l'aspect consommation pour le CPI, et puis pour le PPI c'est là aussi plus pour le moteur industriel et donc aussi export chinois, un PPI qui se redresse un petit peu. J'ai pas regardé les chiffres récemment, mais on doit être sur des phases pas très élevées, peut-être encore toujours négatives sur le PPI. Voilà, ça peut être le signe aussi des signes un peu meilleurs, même si la Chine a quand même connu quelques améliorations économiques ces derniers mois, mais on rappelle quand même que le PMI manufacturier chinois en avril, sur ce fond de guerre commerciale, ou en mai d'ailleurs, avril ou mai, je sais pas, mais le dernier PMI manufacturier chinois qui a été publié par Kexin, c'est un PMI qui a montré une très grosse dégradation là aussi. Il est en expansion le mois d'avant et il est entré en contraction sur la dernière publication. Donc voilà, les données CPI et PPI, il va plutôt les mesurer par rapport à l'activité chinoise. Voilà. C'est pas du tout par rapport aux questions de banque centrale, d'inflation ou autre, ça n'a rien à voir. C'est plutôt par rapport à la dynamique d'un côté de consommation et de l'autre de production que l'on va surveiller ça. On a aussi des données sur la balance commerciale chinoise lundi, donc on va surveiller évidemment par rapport au moteur export. Mardi, des chiffres pas grand chose, un indice qu'on appelle le NFIB, qui est l'indice de confiance des petites entreprises américaines, donc toujours intéressant à surveiller. On aura la vraie journée, ce sera mercredi, ou une des plus importantes, avec l'inflation américaine, l'inflation CPI. Jeudi, les prix à la production, donc le PPI, un prix à la production aux États-Unis. On aura également des données sur la croissance britannique qui seront communiquées jeudi. Et on terminera vendredi par le nouvel indice de confiance des consommateurs qui est mesuré par l'Université du Michigan. À tous, un excellent week-end prolongé pour ceux qui pourront prolonger lundi. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour les lives marché dès mardi matin à 11h, et rendez-vous également tout au long de la journée, même parfois le week-end également, sur X, LinkedIn également, ainsi que Facebook et Instagram. Excellente fin de journée à tous, bon week-end, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.